Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'influence d'une structure anticlinale dans les modalités d'échange et de recherche d'un système aquifère multicouche, en prenant exemple l'aquifère, le système aquifère multicouche du Cénomanien dans le sud de la Gironde, qui est l'objet de mes travaux de thèse. Donc, ma thèse a été réalisée avec le SMEGREG et l'ANCEGID en partenariat avec le BRGM. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon. Donc, ça passe pas au départ, désolé. Donc c'est parti. Donc les bassins sédimentaires, donc on connaît de nombreuses déformations géologiques, et ces déformations géologiques dues à différentes phases tectoniques ont un impact sur l'architecture des systèmes aquifères. Donc c'est le cas du bassin aquitain. Vous pouvez voir via cette coupe-là le système aquifère multicouche nord-aquitain, où en fait on a une série d'anticlinaux. Et moi, l'objet de mon étude, c'est l'anticlinal de Diras, qui est au sud de Bordeaux. Donc, à l'aplomb au droit de Bordeaux, le Cénomanien est rencontré à 1000 mètres de profondeur, alors qu'au sud de la Gironde, aux abords de l'axe de l'anticlinal de Villagrain-Landiras, il est subaffleurant. Donc, c'est une cible intéressante pour l'alimentation en eau potable. En Gironde, ce sont les aquifères tertiaires qui sont majoritairement sollicités, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme en bâton. Donc notamment, principalement pour l'AEP. L'objet de mes travaux de thèse, c'est vraiment essayer en fait de pouvoir substituer l'exploitation de la nappe de l'Oligocène, fortement sollicitée au droit de Bordeaux, pour en fait la substituer à la nappe aux nappes du Crétacé. Donc les nappes du Crétacé qui sont faiblement exploitées à l'heure actuelle. Donc pour ce faire, j'ai adopté une approche pluridisciplinaire. Donc tout d'abord, l'objectif était de comprendre la géologie. Donc plusieurs sondages de reconnaissance ont été effectués. Donc il y a vraiment tout un travail, que ce soit en sédimentologie, biostratigraphie, paléogéographie et sismique qui a été fait, pour ensuite pouvoir caractériser le système multicouche, caractériser donc les niveaux épontes et réservoirs, grâce notamment à la pétrophysique et à de la modélisation géologique. Donc l'objectif final, c'est vraiment comprendre au sein de ce système multicouche le fonctionnement hydrogéologique, donc par l'acquisition de données hydrogéologiques, et également un travail d'analyse corrélatoire sur des chroniques temporelles piézométriques ou de débit, et également aussi tout un travail en géochimie. Donc là, vous voyez la zone d'étude, dans le sud de la Gironde, au sud de Bordeaux. J'attirais seulement votre attention sur en fait, ces affleurements campano-maastrichtiens à Villagrain et à Landiras, qui sont en fait les seuls témoins en surface de cet anticlinal. Donc au droit de l'anticlinal, on a vraiment une structure complexe, avec une géométrie complexe des aquifères et épontes. Via ce bloc 3D, vous pouvez voir finalement les nombreuses déformations, avec en coloré les différents niveaux aquifères qui composent ce multicouche, et en gris les niveaux épontes. Donc la question, c'est quel est l'impact de cette structure-là sur les échanges entre les différents réservoirs du multicouche. Donc je vais vous présenter la carte, la coupe ensuite en rouge. Donc vous voyez, là c'est une coupe nord-sud de l'anticlinal au niveau de l'Andiras. Donc si on analyse les chroniques piézométriques, donc on s'aperçoit qu'on a des comportements complètement différents en fonction de la nappe captée, et également en fait du positionnement par rapport à l'axe de l'anticlinal. Donc par exemple sur le flanc nord, vous avez donc l'Éocène
et les chroniques du Campano maastrichtien, qui ont vraiment des comportements, dits différents. Et ce comportement est dû aux différences d'épaisseur entre les différentes épontes. Alors que sur le flanc sud, donc c'est l'autre graphique, vous avez un comportement similaire entre la nappe de l'Oligocène que vous avez en orange et la nappe du Campano maastrichtien en vert clair. Donc ces observations-là peuvent en fait mettre en évidence des connexions hydrauliques et une interaction entre la nappe de l'Oligocène et du Campano maastrichtien. Donc grâce à l'étude de toutes les chroniques piézométriques et également grâce au modèle géologique, on a pu du coup, spatialiser les différentes zones d'interaction et de recharge. Donc, par exemple, à notre exemple de tout à l'heure avec la coupe, donc là, on a spatialisé les zones où il y a une interaction entre l'aquifère de l'Oligocène et celui du Campano maastrichtien. Et également, on a pu spatialiser les zones de recharge indirecte, donc par drainance verticale des aquifères du Crétacé. Donc, autour des affleurements campano-maastrichtiens, donc là, c'est la zone de recharge indirecte du Campano maastrichtien, donc autour des affleurements. Et également, une recharge préférentielle de l'aquifère du Cénomanien au nord de Saint-Magne. Donc, c'est le hachuré vert foncé. Donc, en croisant les données géologiques et hydrogéologiques, donc on a pu déterminer, mettre en évidence les différents comportements des nappes et leur réactivité, donc mis en regard avec les contraintes géologiques. Donc, ce qu'il en sort, c'est que les aquifères superficiels ont des réactivités homogènes, donc avec vraiment une réponse rapide à un épisode pluvieux. Par contre, les aquifères du tertiaire ont un comportement différent en fonction de leur localisation par rapport à l'axe de l'anticlinal et également en fonction des épaisseurs des unités semi-perméables sous-jacentes. Donc, on a pu mettre en évidence les échanges latéraux. Donc, comme je vous ai montré un exemple avec les échanges latéraux entre le Campano maastrichtien et l'Oligocène, mais également des échanges verticaux du fait de l'absence ou de la faible épaisseur des épontes entre différents aquifères, donc notamment par exemple le Cénomanien au niveau de Saint-Magne. Donc des zones privilégiées d'échange et surtout de recharge des nappes du Crétacé. Et ces données-là ont pu être spatialisées. Donc on a spatialisé les zones de recharge directes via les affleurements. Et également, ce qui est important, c'est les zones de recharge indirectes par drainance. Donc ensuite, une fois qu'on a appréhendé les zones de recharge, en fait, quelle est la dynamique de circulation au sein de ce multicouche. Donc on a utilisé la géochimie, donc des analyses isotopiques, donc des isotopes du carbone, et également de Thérium 18. Donc là, je vais vous présenter uniquement les résultats des isotopes du carbone. Donc sur ce graphique-là, vous avez les activités carbone 14 en fonction du delta CC13. Donc on voit que proche de l'axe de l'anticlinal, on trouve en fait des activités au carbone 14 importantes et des delta CC13 faibles. Donc ça, ça met en évidence des âges des eaux et des temps de résidence faibles. Donc si on passe dans cette carte avec les âges qui apparaissent, donc ça marche. On voit qu'au niveau du nord de Saint-Magne, on a des temps de résidence très faibles, donc avec vraiment des âges qui ont 1000 ans. De même, autour des affleurements du Campano maastrichtien, où on a en fait des âges qui sont vraiment faibles. Et ensuite, du coup, c'est les analyses géochimiques qui ont été faites du coup avant ma thèse, donc à Balizac par Malsatel. On a eu en fait, il a été mis en évidence que les eaux de l'Oligocène ont des temps de résidence plus importants que celles du Campano maastrichtien. Donc on a une
une recharge importante du campano maastrichtien aux abords de l'axe et des temps de circulation sur les flancs beaucoup plus rapides que les nappes tertiaires. Donc si on synthétise le fonctionnement de ce multicouche, on a en fait en entrée de ce système-là des recharges par les affleurements, également des recharges indirectes par drainance verticale, également des pertes identifiées localement le long de certains cours d'eau. Ensuite, au sein de ce multicouche, on a des vitesses différentielles, notamment une vitesse d'écoulement plus important au sein de l'aquifère campano-maastrichtien. Également, on a identifié des interactions interaquifères. En sortie, j'en ai pas parlé lors de cette présentation, mais on a également en aval des désaffleurements, des zones d'émergence diffuses et des sources tertiaires. Donc ces sources tertiaires, elles peuvent être, donc soit cette eau donc, provient du coup de cet aquifère tertiaire-là, mais du fait de la forte interaction entre les aquifères du Crétacé et du Tertiaire, certains aquifères en fait, sont des aquifères relais. Donc les eaux qui sortent des affleurements tertiaires proviennent également du Crétacé. Donc en conclusion, donc ces travaux-là ont permis de préciser l'architecture du système multicouche et ainsi de pouvoir préciser le fonctionnement hydrogéologique de la zone aux abords de l'axe de l'anticlinal et donner des éléments de réponse sur l'exploitabilité de l'aquifère du Cénomanien qui est ciblé. Donc ces travaux continuent, donc les recherches se poursuivent avec la précision de la structure des horizons crétacés via un retraitement sismique qui fait l'objet de recherches en cours et qui va être l'objet de la prochaine présentation. Donc le but de ces recherches est de pouvoir préciser ensuite le modèle conceptuel du fonctionnement hydrodynamique local en vue d'une exploitabilité de l'aquifère du Cénomanien. Voilà, je vous remercie. Du coup, les questions, c'est après, c'est ça ? Oui, c'est après. Merci Chloé d'avoir en conclusion introduit la prochaine présentation. Pierre Bourdon du BRGM. Bonjour à tous. S'il vous plaît. Ok. Donc oui, bonjour à tous et merci Chloé de m'avoir introduit. Effectivement, je vais vous parler du même. Enfin, c'est un projet qui est en continuité des travaux de thèse de Chloé. Donc je vais en parler un petit peu dans la présentation. Et donc effectivement, le sujet c'est donc plutôt une approche géologique plus qu'hydrogéologique. Donc on va parler surtout de géologie. Voilà. Et donc, en fait, la base et les travaux que je vais vous présenter en 10 minutes, parce que on pourrait prendre plus de temps, mais il faut un petit peu sélectionner ce qu'on veut proposer. Et donc, du coup, c'est l'apport du retraitement de profil sismique 2D dans le cas de la structure anticlinale de Villagrán-Landiras pour améliorer notre compréhension de la géométrie du système. Ouais, voilà, ça passe. Alors, j'ai vu a posteriori que ce n'était pas forcément bien placé. Ça a dû se décaler. Donc là, le secteur d'étude, c'est le même que ce que Chloé a présenté juste avant. Donc effectivement, avec dans ce système pio-quaternaire landais, deux petits affleurements du campano maastrichtien qui sont les témoins de la structure anticlinale qu'on a sous les pieds. Et donc qui se manifeste là. Alors voilà,
c'est là que le petit cercle rouge n'est pas bien positionné, il devrait être ici. Il a glissé, je pense, pendant le passage d'une version à une autre. Et donc, du coup, on est sur d'un système de plissement qui sont visiblement en lien avec la tectonique pyrénéenne au sein du bassin aquitain, mais plutôt dans la partie vraiment septentrionale. Voilà. Donc, ouais. Donc en fait, le précepte sur lequel on s'est basé, c'est que bon, la structure, comme l'a dit Chloé, est assez complexe, l'anticlinal, avec une structuration et puis des séries qui se biseautent à l'approche de l'axe de l'anticlinal. Et donc du coup, en fait, cette complexité, on va dire, nous pousse à essayer d'aller plus loin dans la valorisation des données qui existent, notamment celles qui ont été faites dans le cadre des récents travaux, mais également par l'intermédiaire de données plus anciennes. Et donc du coup, voilà. Donc, là, je voulais un petit peu développer rapidement ce qui était un peu l'état de l'art. Donc en gros, anciennement, au moment des levées de cartes géologiques, on avait une représentation assez basique de la structure qui s'est affinée au fil du temps avec notamment des traitements sismiques régionaux à partir de profils pétroliers et donc qui ont été faits successivement en 2006 et puis en 2008. Alors en 2006 plus largement sur l'ensemble du bassin aquitain et en 2008 plus précisément sur la structure anticlinale. Donc après, les deux thèses de Marc Saltel et de Chloé Labatte qui ont permis la réalisation de forages, d'un nombre assez important de forages au droit de la structure, ont permis également d'améliorer la compréhension du système. Mais on va voir juste après que les données existantes il y en a encore qui peuvent être valorisées, qui peuvent nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Donc, ça nous a amené, à la fin de la thèse de Chloé, de monter un projet en partenariat avec le SPEG pour étudier un peu plus en détail et valoriser les données existantes au droit de la structure anticlinale. Les verrous scientifiques, donc effectivement, ce que je vous ai dit, c'est que la structure est complexe. Donc, on a ce que Chloé a présenté, c'est sa modélisation par le bloc 3D qui est présenté ici, avec l'existence de différentes failles dans le système qui viennent expliquer les décalages verticaux qui peuvent y avoir au sein du Crétacé. Donc là, par exemple, sur cette coupe ici, on a le Cénomanien qui est à la base du Crétacé supérieur et ici le Campanum maastrichtien. Donc on explique ce genre de décalage par l'intermédiaire de la faille du Gatmore. Et donc l'idée, c'est d'essayer de un petit peu mieux contraindre spatialement ces différentes structures techniques. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout un tas de données existantes, et notamment à l'époque où on cherchait du pétrole, il y a eu énormément de lignes sismiques qui avaient été faites dans le secteur, dont certaines ont fait l'objet déjà de retraitement, j'en ai parlé en 2006 et en 2008. Mais l'idée, c'était d'en utiliser d'autres, et de les retraiter avec les techniques actuelles qui permettent d'un petit peu mieux visualiser les structures tectoniques, enfin les réflecteurs sismiques, pardon. Et donc on dispose aujourd'hui de toute ce panel panel, voilà, de profils de lignes sismiques 2D au droit de la structure. Alors, l'idée, je ne vais pas vous présenter en détail tout ce qui a été réalisé, mais l'idée, c'est à partir de ces profils sismiques, de regarder quelles sont les différentes terminaisons au niveau des réflecteurs. Donc, les réflecteurs, c'est les petites lignes qui sont matérialisées ici, enfin, ce sont les principales. Il y en a d'autres secondaires qu'on voit, qu'on distingue un petit peu derrière l'habillage de cette coupe qui est plutôt dans la partie occidentale de l'anticlinal. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelles sont et de visualiser les différentes
terminaison de ces réflexions et d'en analyser voilà, la structure au niveau de ces différentes lignes pour identifier différentes unités sismotectoniques. Voilà. Et en identifiant entre elles les limites et les discontinuités majeures qu'il peut y avoir entre elles. Donc voilà pour la méthode. Donc, à partir de ce travail et de l'identification de ces différentes unités au sein des profils sismiques, on a sorti des cartes d'épaisseur. Alors, plutôt profondeur ici, donc c'est une base du cénomanien, base du turonien et base de la discordance avec le tertiaire. Donc là, on remonte depuis les profondeurs vers la surface. Donc les profondeurs sont plus faibles en rouge et plus importantes en bleu. Ça du dessous, c'est la carte des épaisseurs. Donc on a le cénomanien, l'épaisseur du turonien et l'épaisseur du tertiaire. Ce qu'on distingue, alors on va plutôt parler de la carte des épaisseurs qui nous intéresse plus. La carte des épaisseurs, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est qu'on a une zone plutôt dans la partie occidentale de la structure qui montre une épaisseur très importante de cénomanien, qui est la traduction en fait d'une barrière récifale qui se met en place à cette époque-là, au cénomanien, et avec des faciès plutôt, enfin des épaisseurs plutôt faibles dans la partie orientale de ce qu'aujourd'hui est devenu l'anticlinal. Alors au turonien, l'épaisseur de ce turonien, elle est un petit peu plus particulière, c'est parce qu'on a vraiment un turonien qui s'amincit fortement au niveau de la structure. Donc ça montre que dès le turonien, on structure assez fortement les couches géologiques. Et par ailleurs, on distingue assez nettement qu'on a un réapprofondissement, une épaisseur qui réaugmente un petit peu dans la partie orientale et dont l'épaisseur rediminue dans la partie vraiment extrême orientale. Donc ça c'est le constat qui est fait à partir de ces résultats. Et pour la partie tertiaire, c'est le système traduit effectivement de manière assez nette la structure anticlinale telle qu'on la voit actuellement. Donc, en gros, pour résumer, à partir de ces données sismiques, ce qu'on a mis en avant, c'est dans ces différents intervalles que j'ai identifiés, donc cénomanien, turonien et puis tertiaire. Bon, on va surtout parler là du Crétacé, parce que dans le tertiaire, les données sismiques sont pas forcément très très bien imagées, parce qu'on est plutôt en proche surface et que les données sismiques pétrolières sont plutôt à vocation d'aller regarder ce qui se passe en profondeur. Mais le point le plus important et le plus intéressant qu'on a mis en avant dans cette étude, c'est au sein de ces différents intervalles. Donc il y a le cénomanien qui est imagé ici, donc sur un profil sismique qui est remis à plat sur le sommet de cet intervalle du cénomanien. Donc avec une géométrie, comme je vous disais, plutôt de barrière récifale aggradante ici. Et en fait, ce qui commence à être intéressant, c'est quand on commence à regarder ce qui se passe au cénomanien sommital, ce sont les faciès sismiques divergents que l'on observe de part et d'autre de la structure. Ce qui prouve qu'on a un fonctionnement géologique et tectonique qui se met en place de manière assez précoce au Crétacé, alors qu'initialement on pensait que la structure fonctionnait vraiment plutôt sur le tardif au Crétacé et même plus spécifiquement au tertiaire. Donc voilà, et au sein du turonien sénonien, donc l'étage qui vient au-dessus du turonien, enfin au-dessus du cénomanien plutôt, turonien sénonien, on a un enregistrement assez net de part et d'autre de la structure, avec des dépôts syntectoniques très visibles, donc
qui est marqué par les faciès, par les faciès divergents que l'on observe. Alors, les faciès divergents, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est, mais c'est au sein des réflecteurs, on voit que l'épaisseur des dépôts est de plus en plus importante à mesure qu'on s'écarte de l'anticlinal. Oui, c'est bientôt fini. Désolé. Et donc, du coup, les principaux résultats en fait, qu'on a par rapport à cette étude sismique, c'est qu'on a réussi à réaffecter des étages au sein de certains forages qui étaient au droit de la structure, qui étaient des forages assez anciens pour lesquels on avait assez peu de données, on n'avait que des données de cuttings. Et donc les cuttings, c'est les petits éléments friables qu'on ressort quand on fait des forages. On avait assez peu d'informations et ils étaient affectés sans doute à tort à des étages qui n'étaient pas nécessairement les bons. Alors cette étude permet à la fois de remettre un petit peu à plat certaines données de base et également, alors je ne l'ai pas mis, et également d'identifier que sur cette structure qui est mis en place, qui se met en place de manière beaucoup plus précoce que ce qu'on pensait, l'identification des failles tectoniques qui permettent le décalage de ces horizons crétacés au sein de la structure anticlinale sont peut-être pas aussi importants qu'on pouvait le penser, et que c'est en lien, que la géométrie de la structure est clairement en lien avec son histoire qui est beaucoup plus précoce qu'imaginé. Donc en conclusion, cette étude et cette révision de la sismique 2D permet d'améliorer la connaissance sur les grandes phases de structuration de l'anticlinal avec des identifications un peu plus détaillées des interfaces. Et voilà. Et également, alors ça, je n'ai pas pu le présenter, mais dans cette étude, il y a également des compléments qui ont été apportés à l'aide de corrélations réalisées sur des diagraphies de forage. Et notamment qui ont permis de mieux analyser la partie tertiaire, donc plutôt au sommet des formations crétacées. Les perspectives donc, pour la suite de l'étude sont de mieux contraindre les différents âges dont on identifie les réflecteurs, et d'aller identifier aussi dans la partie ouest de la structure des faciès qui a priori seraient assez prometteurs en termes de réservoirs hydrogéologiques. Également une étude un peu plus détaillée dans la zone est de l'anticlinal, plutôt du côté Landiras, où on identifie une zone de fracturation potentiellement importante, pour in fine améliorer la représentation en 3 dimensions de la structure. Voilà. Je suis désolé pour le temps un peu dépassé. Reste là. Notre troisième intervenant n'est toujours pas arrivé. Donc je vous propose que l'on passe aux questions sur ces deux présentations. Et on rattrapera la présentation de M. Caballero. Antoine Bayeux du conseil départemental de l'Hérault. J'ai une question pour Chloé. Vous m'entendez? Voilà. J'ai une question pour Chloé. Est-ce que cette étude permet de tirer des enseignements sur les volumes de recharge? Parce que là, on a sur le fonctionnement, on a des vitesses de déplacement, mais est-ce qu'il y a des enseignements qui nous permettent de tirer des conclusions sur la gestion finalement quantitative de ces ressources? Oui, en fait, je n'ai pas pu le présenter là en 10 minutes, mais ce qui a été fait, du coup, c'est l'estimation des volumes de recharge. En fait, en intégrant la pluie, du coup, les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe,
du coup, via les chroniques piezométriques, j'ai pu établir en fait évaluer les volumes de recharge de la nappe du tuyau quaternaire. Donc c'est vraiment la première, voilà, la première nappe. Donc par la méthode de la water table fluctuation. Donc du coup, ça a pu être évalué, mais que pour la nappe superficielle. Ensuite, pour vraiment évaluer les recharges des nappes sous-jacentes, en fait, il faut passer par une modélisation hydrodynamique, et soit ce modèle-là hydrodynamique de gestion locale sera fait beaucoup plus tard. En fait, là, on est au stade de recherche de comprendre le fonctionnement du système. Ça sera dans les prochaines phases finalement des différents projets. Que vraiment on pourra évaluer la recharge des nappes profondes, quoi. Là, pour l'instant, uniquement pour le tuyau quaternaire. Merci pour vos deux présentations. Du coup, j'avais une question. Vous avez parlé de l'impact justement sur les sources tertiaires, et on peut notamment citer Budos, qui est une des sources très importantes pour la métropole de Bordeaux. Et est-ce que vos travaux, passés ou à venir, pourraient amener à revoir et à comprendre le comportement de cette source? Ouais, je peux commencer déjà sur ce qui a été fait. Il y a des premiers indices. Donc, les interactions finalement qui ont été mises en évidence sur le flanc sud de l'anticlinal entre le campone maastrichtien et l'Oligocène, c'est finalement un premier élément de réponse. Finalement, on a les eaux du coup qui se rechargent au droit des affleurements campone maastrichtien, qui ensuite du coup circulent et par échange latéraux vont dans l'aquifère de l'Oligocène. Donc là déjà, on a un premier élément de réponse. Et ensuite, au niveau de la structure, du coup, je te laisse peut-être continuer, parce que la précision finalement de la structure au niveau du coup du flanc de l'anticlinal et toute la zone périclinale de l'anticlinal va pouvoir amener aussi des éléments supplémentaires. Oui, alors du coup, effectivement, on a un volet sur l'étude à venir, c'est-à-dire que là, sur ce qu'on a fait dans le cadre des travaux qui font la suite de la thèse de Chloé, le retraitement sismique et la valorisation des données forages, on a identifié effectivement une potentielle zone, on va dire, où il pourrait y avoir potentiellement un couloir de fracturation dans ce secteur-là. Donc ça, c'est des hypothèses encore actuelles. Donc l'idée, c'est dans la suite, ce qui va venir, c'est d'aller... il y a des profils géophysiques qui vont être réalisés dans ce secteur, permettant de comprendre un petit peu la géométrie de ce qui se passe sur effectivement... Alors, c'est pas exactement pile au niveau des sources, mais c'est un petit peu en partie, un petit peu à l'ouest. Pas moins de 10 km, on va dire, 5 km à l'ouest, et permettant de comprendre ce qui pourrait éventuellement y avoir comme contact entre les aquifères crétacés et les aquifères oligocènes, d'où proviennent les eaux officiellement de la source de Budos. Merci. Oui, je voulais vous demander si vous aviez un suivi hydrochimique sur les forages que vous avez installés sur la structure. En arrière-plan, je pensais aux conséquences des incendies majeurs qu'il y a eu. On sait qu'il y a des teneurs, je crois, en arsenic qui peuvent être liées de la combustion de bois massive. Est-ce que vous avez un suivi qui est sur ces ouvrages ? Actuellement, il y a juste un suivi piézométrique qui est fait, donc un suivi quantitatif. Et depuis les incendies, alors je parle sur le contrôle d'Alexis, du coup, qui reprend le suivi, il n'y a pas eu d'analyse physico-chimique post-incendie.
les prélèvements en fait, qui ont eu lieu pour analyse géochimique ont eu lieu avant les incendies. Je pensais surtout au plio quaternaire parce que ça va réagir relativement vite. Les forages, c'est sûr que les forages au Cénomania, ça réagira plus tard. Mais en complément de ce qu'a dit Chloé, il y a de prévu dans l'étude qui est lancée des analyses hydrogéochimiques par prélèvement dans certains de ces forages-là, à la fois plio-quaternaire, à la fois dans les nappes plutôt plus profondes. Donc il y a un programme qui est prévu. Donc j'imagine sur les eaux les plus superficielles, on verra ou pas les conséquences de ces incendies. Alors, sauf erreur de ma part, parce que je parle sous le contrôle des représentants du département qui sont dans la salle, il y a un suivi post-incendie sur les eaux superficielles, justement pour étudier les conséquences d'incendie sur la qualité des eaux. Donc, je ne sais pas si Antoine souhaite en dire un mot. Sans quoi j'en profite, moi, pour dire dans quel... je te passerai la parole, Antoine, désolé. Dans quoi s'inscrivent toutes ces investigations? Parce que ce que vous voyez là, c'est quand même le fruit de quasiment 20 ans d'investigations menées par le SMEGREC sur cette structure, avec plusieurs millions d'euros consacrés à la compréhension dans le but, in fine, d'exploiter les ressources du Crétacé. Alors pourquoi les ressources du Crétacé? C'est parce qu'en Gironde, nous avons un modèle d'approvisionnement en eau qui repose sur les nappes profondes. Quand vous tournez un robinet, il y a Bordeaux, vous avez une eau qui a 10 ou 20 000 ans. Et ça présente un avantage énorme. C'est que vous avez une eau dans laquelle vous n'allez pas trouver de substances de la chimie moderne qui peuvent poser des problèmes de santé. Donc le département a pris la décision il y a 20 ans de conserver ce modèle, même si certaines nappes sont surexploitées. Ce qui nous oblige à repenser nos sources d'approvisionnement en répartissant différemment nos prélèvements sur le territoire départemental qui est très vaste, et d'aller regarder quelles sont les ressources qui pourraient être mobilisées, mais qui restent des nappes captives à grande inertie avec des eaux très âgées. Et donc, une des pistes que l'on a imaginées, c'est d'aller exploiter le Crétacé dans ce secteur, avec une vision beaucoup plus simple que tu présentais tout à l'heure, Pierre, du système il y a une vingtaine d'années. Vous vous êtes amusé à le complexifier au cours du temps, et ça nous pose beaucoup de questions. Et puis ça ramène à la question qu'a posée tout à l'heure Morgan sur le fonctionnement des sources de Budos, qui est une question dont moi j'ai toujours entendu parler à Bordeaux. D'où vient l'eau qui sort à Budos, qui est trop chaude pour être de l'Oligocène? Et on commence aujourd'hui à avoir des pistes grâce à ces études. Bon, je laisse la parole à Antoine qui voulait parler du suivi peut-être. Oui, bonjour. Ma réponse va être assez courte. Il y a un suivi suite aux incendies sur les eaux superficielles, notamment sur le domaine d'Ostens, qui est un site départemental, un espace naturel sensible. Et donc, oui, il y a vous m'entendez? Oui, il y a un suivi sur les eaux superficielles pour répondre à votre question, pour comprendre l'impact, identifier l'impact des incendies, notamment sur le site départemental d'Ostens, qui est un site espace naturel sensible. Mais je n'ai pas plus d'informations, c'est pas... S'il y a encore une question, sinon on va continuer. Francis Bige. C'est bon, vous m'entendez? Donc une question de géologie pour Pierre, là. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Concernant l'anticlinal de Villagrain, comment on peut l'expliquer par rapport à la tectonique? Parce que pyrénéenne qui se développe plus tardivement au sud, et là on est quand même apparemment dans des phénomènes qui commencent dès le Crétacé, comme ce qui se passe d'ailleurs au nord, sur l'anticlinal de Jonzac. Et deuxième question parallèle, est-ce qu'on peut envisager de faire des profils sismiques, de refaire des profils sismiques actuellement? Je sais bien que c'est des questions de moyens, mais si on compare l'anticlinal de Jonzac à l'anticlinal de Villagrain, ce qui apparemment est possible, et on a des ressources en eau sous Jonzac à travers l'infracénomanien qui pourraient être intéressantes. Alors du coup, oui, le mécanisme qui mettrait en place cette tectonique de manière assez précoce au Crétacé, pour l'instant, on peut difficilement
difficilement l'expliquer, puisque sur cette zone, par rapport à la tectonique éventuellement salifère, hein, qui a lieu plutôt dans la partie plus au sud, à partir de la flexure, là on est plutôt dans la partie nord, donc on pourrait difficilement le poser de cette manière, mais c'est peut-être pas exclu. Alors, il est trop tôt vraiment pour poser des conclusions, en tout cas pour imaginer qu'il pourrait être le moteur de ça. Néanmoins, alors ça nous a étonné hein, quand on a fait ces analyses-là, on a été très étonné de voir cette structuration précoce. Donc c'était intéressant de le voir, mais bon voilà, le mécanisme aujourd'hui est difficile à expliquer, quoi, sans plus d'informations. Maintenant, on va contraindre un petit peu plus ces données-là pour essayer un petit peu d'analyser un peu plus finement cet aspect. Maintenant, pour les conséquences sur les ressources qu'il y aurait en dessous, je ne sais pas si elles feront l'objet un jour d'intérêt ou pas, mais effectivement, il pourrait y avoir peut-être des choses, quoi. Alors, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes structures. Est-ce qu'il y a des... Voilà, j'en sais rien. En tout cas, on va explorer des secteurs du Cénomanien par le biais d'un futur forage qu'on va normalement faire en 2023, dans des faciès qui sont relativement prometteurs, des faciès de démantèlement de la plateforme récifale, alors que les forages, ceux qui sont actuellement déjà dans le Cénomanien, donnent des débits relativement intéressants, mais il pourrait y avoir encore des zones un peu plus avec des réservoirs un peu plus intéressants. Ça reste à voir. Faut qu'on aille forer pour explorer. Bien, merci. Je vous propose d'arrêter là les questions. Alors, Monsieur Caballero est arrivé. Donc, on va reprendre avec lui. Je vous propose ensuite, on fera les 3 autres présentations à la suite. Et ensuite, on aura une séance de questions. Très bien, ça marche. Bonjour à tous. Je vous prie d'excuser mon retard. J'ai fait tout mon possible pour arriver à temps, je n'ai pas réussi. Donc je vais vous parler du projet des Monts-Roussillon. Merci. C'est donc un projet qui associe une dizaine de partenaires, qui a été mené entre 2017 et 2021. Donc 5 établissements de recherche, des syndicats mixtes, des entreprises, et qui a été coordonné par le Bergem, et dont l'objectif est donc de caractériser un aquifère multicouche complexe qui se situe en situation côtière. La question qu'on a essayé de travailler au travers de ce projet était de savoir de comment on pouvait décrire finalement le comportement d'un aquifère de ce type-là. Et on l'a abordé en mettant en place en fait, des approches interdisciplinaires, en essayant de mettre en place des moyens d'observation innovants et en cherchant des complémentarités entre des compétences qu'on peut trouver dans différentes structures que j'ai évoquées. Donc, l'idée, c'est de travailler sur un système, ça c'est le pointeur, un système côtier qui est soumis en fait à différents types de forçage, de par sa situation géographique et physique, donc entre la mer et des massifs dans lesquels il peut y avoir des circulations qui peuvent l'alimenter, soumis à une exploitation très importante, puisque situé en bordure côtière en Méditerranée, et sous l'effet du changement climatique, bien sûr, soumis à un futur incertain. Voilà. Donc, le travail que l'on a mené, alors je vous présente rapidement un contexte géologique de ce système. En fait, on est là dans la bordure de la marge du golfe du Lion, qui, à l'Éocène, en fait, s'est ouverte à l'occasion du déplacement du bloc Corso-Sarde sous l'effet de la remontée des plaques tectoniques ibériques, et donc a créé un bassin dans lequel, évidemment, la sédimentation s'est mise en place, et en particulier à l'époque au Pliocène, entre moins 6 millions et moins 3 millions d'années, avec des dépôts de sable et argile, et ensuite des dépôts du Quaternaire qui se sont mis en place lors des différentes alternances glaciation et remontée des niveaux de la mer, et qui ont déposé donc des sédiments dans lesquels se situe la ressource en eau souterraine qui nous intéresse.
Alors oui, je n'ai pas dit que cette sédimentation a été reprise lors de l'événement messinien et l'assèchement de la Méditerranée. Et donc, dans ce type de formation, on a mené un travail pour essayer d'écrire le système d'un point de vue géologique, les différentes contraintes auxquelles il est confronté, et in fine, on a mis tout ça en commun pour essayer donc de décrire son comportement hydrogéologique. Pour ce qui concerne la géologie, donc, un énorme travail de caractérisation géologique qui a associé des travaux de terrain, des carottages, de l'acquisition géophysique, des traitements gravimétriques et de l'acquisition et du retraitement de profils sismiques en mer, a abouti en fait à la construction d'un certain nombre de profils de corrélation terre-mer qui permettent de décrire l'évolution spatiale des sédiments donc à terre, mais également en mer, et qui a conduit à la construction d'un modèle géologique. Donc vous voyez une petite représentation ici, et qui permet de voir qu'en fait, on a un aquifère qui est exploité à terre, mais qui évidemment se prolonge assez largement en mer et peut représenter un volume d'eau douce conséquent. Alors, pour ce qui concerne la caractérisation de ces usages, on a travaillé à la fois sur l'alimentation en eau potable, en essayant de déterminer quels étaient donc les prélèvements pour l'alimentation en eau potable, mais on a aussi construit un outil d'optimisation de cet usage pour pouvoir le soumettre à différents types de scénarios, de manière à disposer d'un outil qui nous permette de mettre en évidence des situations dans lesquelles on se retrouvera en tension par rapport à la demande attendue en fonction de la ressource disponible. On a mené un travail similaire pour ce qui concerne la demande en eau agricole, en faisant une cartographie des secteurs pour lesquels des cultures demandent de l'eau pour l'irrigation, et en caractérisant en fait la quantité d'eau dont elles ont besoin en fonction de leur surface pour la transformer en flux, de manière à pouvoir, de la même manière qu'avec l'alimentation en eau potable, comparer celle-ci à la ressource disponible. Alors, pour ce qui concerne la caractérisation hydrogéologique, on a mené différents ateliers. Donc, je suis désolé, je vais très très vite sur les différents points. Sur 10 minutes, c'était un petit peu difficile de présenter tout ça, mais on a fait vraiment différents ateliers dont l'objectif était de faire vraiment le point sur la synthèse de toutes les données disponibles, à la fois pour les données quantitatives et sur la qualité de l'eau. Et donc, on a par exemple construit des cartes piézométriques qui permettent de documenter l'évolution de la piézométrie au sein des formations pliocènes et de documenter la baisse que l'on a observée. On a installé en 2 points du territoire des observatoires munis d'un grand nombre de capteurs qui nous permettent de décrire les différents processus, soit de recharge ici, soit d'interaction avec la mer là. Avec par exemple, vous voyez ici sur un forage carotté de 250 mètres, une illustration claire de l'évolution de la minéralisation de l'eau, qui est de l'eau de mer en surface et de l'eau douce en dessous, ce qui montre bien que la présence d'eau douce sous la mer est avérée. On a travaillé sur la caractérisation des relations entre les canaux et les cours d'eau et les nappes, dans la mesure où elles sont très intimement liées et qu'elles contrôlent de manière prépondérante l'évolution des ressources en eau de surface, notamment dans le Quaternaire, mais également dans le Pliocène, au travers des pompages qui sont faits dans le Pliocène et qui sollicitent les ressources en eau dans le Quaternaire. On a également caractérisé l'évolution de la géochimie au cours du temps, un peu comme pour ici, mais également en termes d'évolution de processus, et on a mis en évidence le positionnement de toutes les eaux que l'on peut échantillonner sur ce territoire, qui sont comprises entre un pôle eau de mer et un pôle eau de recharge venant des eaux qui arrivent en amont, et qui nous permet de mieux comprendre les processus de minéralisation de l'eau au sein du système. Et enfin, tout cela a été mis dans un modèle hydrodynamique qui nous a permis de reproduire le comportement de la ressource. Le modèle conceptuel auquel on est arrivé grâce à tout ce travail-là, il est restitué ici sous forme schématique. On voit qu'on a des écoulements qui sont contrôlés par la présence des faciès perméables plutôt sableux, que lorsqu'on pompe dans ce système-là, on sollicite le système sur des dizaines de kilomètres en rabattement latéral, et on crée l'apparition d'un flux de drainance verticale qui vient solliciter les formations, la ressource en eau qui se trouve dans les formations du Quaternaire. Une modélisation analytique qui est présentée ici nous permet de voir qu'au bout d'un certain nombre de jours de pompage, ici une centaine de jours, quelles que soient les caractéristiques des paramètres hydrodynamiques des systèmes, en fait, au bout de 100 jours de pompage, on commence à solliciter à 30% de l'eau qui vient du Quaternaire, et évidemment, dans les cas les plus défavorables, à 100% l'eau du Quaternaire.
On a donc, comme je vous le disais, traduit tout ça dans un modèle hydrodynamique qu'on a réussi à calibrer en régime permanent, ce qui nous a permis de faire un petit bilan des flux qui permet d'aujourd'hui voilà, préciser un petit peu les ordres de grandeur des différents flux de recharge, les ordres de grandeur de flux d'eau douce qui va en mer, etc. Et on s'est arrêté en cours de route dans la simulation en régime transitoire, puisqu'on a rencontré un certain nombre de problèmes que malheureusement on n'a pas réussi à résoudre avant la fin du projet. Donc on a essayé de chercher des financements complémentaires pour y arriver. Alors, en conclusion, j'ai été super vite, c'est pas habituel, mais bon, comme j'étais en retard, je me suis dit que j'allais gagner du temps. Donc je voulais simplement indiquer qu'il y a un énorme travail de compréhension du comportement des eaux souterraines dans ce type de système qui a été mené et qui permet à la fois d'apporter des réponses, il nous semble, du point de vue de la gestion locale des ouvrages, en mettant en évidence qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pompe en un point donné, en fonction des conditions hydrogéologiques de ce point, mais également à l'échelle de tout le système. Et que cette méthode-là pourrait très bien être peut-être appliquée à d'autres types de systèmes. Voilà. Alors, il y a un nombre conséquent de données qui ont été valorisées. Donc, malheureusement, on n'a pas accès au site Internet que je comptais pouvoir activer, parce que l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, mais vous pouvez le consulter si vous regardez la présentation. Et il y a également une plateforme qui s'appelle Visio66 qui a été construite sur la base de ces travaux-là, et qui est en fait, alors là je vais le montrer juste parce que j'avais prévu un annexe au cas où ça ne marchait pas, voilà à quoi ressemble la plateforme. Vous voyez, c'est donc une carte du territoire, hein, une carte numérique auquel on accède sur Internet, et qui permet plusieurs choses, hein, qui permet de présenter les résultats du projet, de les mettre à disposition, de les télécharger si nécessaire, mais également de visualiser finalement l'état de la ressource en eau souterraine à un instant donné, en temps réel pour le coup, en mettant en évidence ce qu'on observe malheureusement aujourd'hui sur le territoire, c'est-à-dire qu'on est déjà en situation de crise. Et on voit ça, par exemple, dans des présentations de séries de piézométrie, séries chronologiques de piézométrie, ici en bleu, que l'on compare aux différents seuils de déclenchement ou de suivi de l'état de la ressource en eau. Voilà, cette plateforme est accessible sur Internet, elle est publique, hein, et je vous engage à la visiter. Et simplement terminer en indiquant que voilà, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de réussir à finaliser le travail de modélisation hydrodynamique en régime transitoire, ce qui présente pas mal de difficultés, puisqu'on a une thèse de doctorat en cours sur cette question, et le doctorant a beaucoup de problèmes, donc on a encore plein de choses à résoudre. Et ensuite, une fois que ce modèle sera disponible, pouvoir étudier les impacts du changement climatique sera évidemment la suite des opérations. Je vous remercie. On vous rappellera après pour les questions. Bien, merci. On va retraverser la France dans une autre direction. On va aller en Bretagne. Et M. Caballero reviendra tout à l'heure pour les questions.